Bonjour, bonsoir. Ravi de retrouver tout le monde pour ce nouveau webinaire Soria consacré donc aujourd'hui à la mémoire, la concentration. Ça va de pair. On va essayer de parler d'abord un petit peu de ce qu'est la mémoire sans s'y attarder puisque c'est quelque chose d'assez complexe, bien sûr. Et après, de voir justement ce qu'on peut mettre en place, toujours sous l'angle de vue du naturopathe. Voilà, alors je vais donc directement commencer. Je crois que c'est plus la peine que je me présente, hein. Je crois que tout le monde me connaît, sinon regardez les autres webinaires. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, je précise juste une chose. Si jamais, comme vous le savez peut-être ou pas, je suis à 10 000 kilomètres, hein, puisque je vous parle depuis la Polynésie française. Et s'il y a une coupure, normalement l'Internet marche bien, mais s'il y a une coupure, ne vous inquiétez pas, je reconnecte dès que possible. Voilà, c'est juste une petite partie technique dont je vais faire part. Allez, c'est parti, mémoire et concentration. Alors, vous connaissez peut-être, vous vous souvenez peut-être de cette fameuse chanson que chantait Jeanne Moreau en 1963. Alors, on s'en souvient peut-être pas, mais on l'a depuis 1963, mais on l'a peut-être entendu par la suite. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà. Alors oui, oui, la mémoire flanche quelquefois parce que la vie est un éternel apprentissage et notre mémoire est stimulée au quotidien. Et comme dit, il se peut que cette mémoire flanche, qu'elle défaille un peu, beaucoup. Alors, avant de dire que notre mémoire défaille, on va quand même préciser que les neurologues estiment que les oublis ponctuels que nous avons tous, je suppose, enfin moi et d'autres sans doute, ne sont pas à attribuer à des pertes de mémoire, mais à une baisse de l'attention, à la fatigue, au stress. On va en parler. Notre mode de vie actuel met à mal notre mémoire, car effectivement, nous sommes plus ou moins perturbés par le stress, par la fatigue chronique, par les problèmes de sommeil qui en découlent, hein, de ce stress et de cette fatigue et qui diminuent les performances, et surtout la peur de développer une maladie neurodégénérative telle qu'Alzheimer notamment, et dont le nombre de personnes touchées ne cesse d'augmenter. Alors, les troubles de la mémoire altèrent soit la capacité à mémoriser une nouvelle information, soit la capacité à retrouver cette information, soit les deux, à la fois de mémoriser et de retrouver cette information. Alors, juste pour info, au niveau mondial, les troubles cognitifs touchent 47,5 millions d'individus et on détecte chaque année 7,7 millions de nouveaux cas. Donc là, on est vraiment dans les troubles cognitifs reconnus. Je ne parle pas des personnes qui oublient régulièrement et qui ne consultent pas, hein, qui ne sont donc pas répertoriées. Voilà, alors effectivement, notre cerveau est soumis, bombardé en permanence de milliers d'informations, dont certaines seront stockées et d'autres oubliées. Ceci va toucher tous les âges, tous les stades de la vie. Chez les enfants, les jeunes, les enfants, les adolescents, les étudiants, ce sont des difficultés d'apprentissage. Chez l'adulte, c'est la fatigue, le stress qui sont à l'origine des troubles de mémorisation. Et chez les personnes âgées, on constate des baisses de concentration et une réduction des performances intellectuelles et cognitives. Alors, qu'est-ce que la mémoire? Alors, au quotidien, je vous le disais, nous sommes soumis à un bombardement d'informations, de stimulus, mais seuls certains d'entre eux vont attirer notre attention. Dans la mémoire à long terme, nous ne stockons environ qu'1% de l'information qui atteint notre conscience. Mais encore aujourd'hui, l'apprentissage et la mémoire gardent une bonne partie de leur mystère pour le monde médical
j'allais presque dire tant mieux, j'aime bien quand il y a encore un peu de mystère et qu'on ne sait pas tout. Après, on a besoin de savoir pour pouvoir aider aussi et travailler sur les défaillances du système. L'apprentissage, c'est l'acquisition des connaissances par l'étude, par l'exercice ou par l'expérience. Et la mémoire, c'est la faculté de conserver les connaissances acquises par l'apprentissage et la possibilité de les récupérer si besoin. La mémoire est sélective, elle se fait en 3 étapes. On a l'encodage ou codage, ou la mémoire sensorielle, qui dure quelques secondes, qui est issue des perceptions sensorielles générées par le milieu extérieur et qui permet de faire des associations qui vont donner sens à l'information. On a le stockage à court terme. J'ai mis plusieurs diapos qui réexpliquent la même chose. On a le stockage ou la mémoire à court terme qui permet, comme son nom l'indique, de récupérer, de stocker une information sur une courte période qu'on estime en général à quelques secondes jusqu'à quelques minutes. C'est par exemple le numéro de téléphone dont vous avez besoin, que vous allez rechercher, parce que ce n'est pas un numéro de téléphone qui est dans vos listes, dans votre répertoire téléphonique. Vous allez le chercher, vous allez vous en souvenir, le temps de l'utiliser, et puis ce numéro de téléphone sera oublié parce que vous n'en avez pas besoin régulièrement. Donc, oublié après utilisation. Et vous avez la restitution ou mémoire à long terme, où on a, comme on donne souvent l'image effectivement de petits tiroirs que l'on peut ouvrir et qui vont donc restituer l'information, ou bien image plus moderne peut-être du disque dur, où ces informations sont gravées et donc possibilité de les ressortir, de les rechercher quand on en a besoin. Récupérer régulièrement ces informations, c'est un renforcement de la mémoire et ça s'appelle la consolidation mnésique. Alors, je passe rapidement sur l'anatomie, si vous pouvez toujours rechercher plus en détail, si cela vous intéresse. Les parties de l'encéphale qui sont impliquées dans la mémorisation, ce sont les aires associatives du lobe frontal, occipital, pariétal, temporal, certaines structures du système limbique, diencéphale. Pour mémoriser, on a différentes aires qui vont donc être stimulées selon que l'on a une mémoire plutôt auditive, plutôt visuelle, plutôt ce qu'on appelle kinesthésique, de mouvement, pour les personnes qui écrivent, etc. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu quelques infos. On a un circuit de la mémorisation qui se passe. Les informations se font à travers ce qu'on appelle un circuit de Papez. Avec, voilà, c'est assez complexe, je ne veux pas rentrer dans le détail. En tout cas, l'information circule à travers les neurones qui sont connectés par ce qu'on appelle des synapses. Et au niveau de ces synapses, c'est l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur, qui joue un rôle important dans le processus de mémorisation et d'apprentissage. Alors, cette acétylcholine intervient également comme excitateur musculaire. Elle intervient dans la contraction musculaire des muscles, contraction volontaire ou involontaire. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est son rôle dans le processus de mémorisation et d'apprentissage. Donc, elle passe, comme vous le voyez, d'une synapse à l'autre d'un neurone à l'autre à travers ce que l'on appelle la synapse. Cette acétylcholine, c'est donc un neurotransmetteur. C'est donc quelque chose que notre corps va synthétiser à partir d'acides aminés, qui, je le rappelle, sont les produits terminaux du catabolisme des protéines, et de choline, dont on va reparler plus tard. Voilà.
On ne va pas s'attarder plus longtemps dans tous ces détails techniques. On voit un petit peu comment ça fonctionne. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment entretenir, éventuellement optimiser, voire retrouver sa mémoire. Alors, je précise juste que là, je ne suis pas dans le cadre d'une maladie neurodégénérative. Hein. On en reste à la personne lambda qui a juste envie d'avoir une mémoire plus performante, plus alerte. Hein. On n'est pas du tout dans le cadre des maladies neurodégénératives. Hein. Ça, c'est autre chose. Eh bien, quels sont les conseils? Alors, il n'y a déjà pas de recette miracle. Hein. De toute façon, ça c'est évident, mais je crois que de toute façon, quel que soit le problème, il n'y a jamais de recette miracle. Il faut devenir un petit peu acteur de sa santé. Ça va nous demander des efforts comme toujours. Il faut stimuler sa mémoire, l'entretenir par une hygiène de vie au quotidien, telle que préconisée en naturopathie, en travaillant sur les 3 piliers de la naturopathie pour une vision holistique. Comme toujours, on va travailler sur l'alimentation, le stress, la gestion des émotions et le mouvement, la respiration. Alors, très souvent, pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires de naturopathie, on commence par l'alimentation. Mais là, pour la mémoire, on va commencer peut-être par le stress, parce que c'est un gros facteur qui nuit à chaque étape de la concentration et de la mémorisation. Le stress fait partie de notre vie, il est indispensable à notre vie puisqu'il va entraîner des modifications physiologiques dans notre corps et c'est ce qui a permis à nos ancêtres de fuir le lion ou de le combattre. Voilà, hein, donc le stress peut être positif. Nous parlons plutôt du stress négatif et pas du stress ponctuel, qui est tout à fait normal et qui se gère très bien. Nous avons tous les outils pour le gérer dans notre organisme, mais de la chronicisation de ce stress qui est néfaste à long terme par les réponses physiques, psychologiques que cette chronicisation va entraîner avec diverses somatisations, troubles du sommeil, alors que l'on sait que ce dernier est indispensable pour conforter les apprentissages. Hein, on nous a toujours dit quand on était élève ou étudiant de relire nos cours le soir avant de s'endormir, puisque le cerveau allait travailler la nuit et le lendemain, on savait tout par cœur. Enfin, bon, pas toujours non plus. Donc, les conseils concernant le stress et le sommeil, je ne vais pas rentrer en détail. Ils ont fait l'objet, le stress et le sommeil, de webinaires à part, que je vous conseille en replay si vous ne les avez pas encore vus, parce qu'effectivement, à eux seuls, on en fait tout un webinaire. Donc, je rappelle juste quelques grandes lignes. La première étant de mettre en place le protocole du coucher avec la fameuse extinction des écrans longtemps avant l'heure de sommeil désirée, c'est-à-dire au moins 1 heure avant, hein, de mettre en place tout un protocole du coucher pour arriver à calmer, à poser en soirée et pouvoir trouver le sommeil rapidement. Pour la lutte contre le stress, vous avez de nombreuses possibilités. Alors, je ne rentre pas dans les détails, il y a plein de choses. On va pouvoir penser aux fleurs de bac, on va pouvoir penser à la cohérence cardiaque, où je rappelle que le lien entre le cerveau et le cœur est direct. On va pouvoir penser au contact à la nature, la sylvothérapie qui a le vent en poupe, si je peux me permettre cette expression en ce moment. On peut penser à la sophrologie, on peut penser à tout ce qui va nous aider à nous relaxer. Alors, c'est dommage parce que vous voyez mon écran et puis j'ai mis une petite grenouille là sous les… Attendez, je vais juste masquer la vignette. Voilà, comme ça, vous voyez la vidéo. Vous voyez la petite grenouille relax. Hein, voilà, petit clin d'œil. Donc voilà, toutes les aides pour lutter contre le stress sont les bienvenues.
Bien sûr, on n'oubliera pas la phytothérapie. Là, c'est pareil, je ne vous la fais pas en complet, je vous renvoie au webinaire. Passiflore qui lutte contre le stress, qui permet le sommeil, le tilleul tout simplement, l'aubépine quand il y a des somatisations cardiaques, la mélisse quand on a plutôt des somatisations digestives, la valériane, le pavot de Californie, le houblon, voilà. La phytothérapie est là pour nous soutenir en cas de stress et de sommeil sous toutes ses formes, que ce soit de simples infusions, des gélules de poudre de plante, des extraits fluides, des teintures mères. Tout est possible. La gamme proposée est très large et chacun devrait trouver ce qui lui convient avec les conseils de son thérapeute. L'aromathérapie, bien sûr, est très intéressante, avec notamment les huiles essentielles de lavande, mes chouchoutes, néroli et ylang. J'aime beaucoup le parfum de fleurs blanches. Donc le néroli, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang, tout ce qui est mandarine, qui est très intéressant aussi pour les enfants. En général, ça passe bien. Ce sont... Alors attention, hein, huile essentielle s'utilise sous certaines conditions, pas chez les femmes enceintes allaitantes, pas chez les enfants en dessous de 3 ans, etc. N'hésitez pas à demander conseil si vous ne savez pas les utiliser. On ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Comme le disait le docteur Balnet, les huiles essentielles, ce sont des bombes chimiques. Hein, chimique dans le sens où c'est un concentré de molécules chimiques d'origine naturelle bien sûr, mais quand même, voilà, il peut y avoir des contre-indications, des toxicités, donc n'hésitez pas à vous documenter là-dessus, à vous renseigner. De même pour la phytothérapie, hein, je fais toujours cette parenthèse, toutes les plantes ne sont pas utilisées sous prétexte qu'elles sont naturelles. Il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des contre-indications. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un phytothérapeute pour avoir le conseil approprié. Et puis, bien sûr, puisqu'on parle de stress et de sommeil, n'oubliez pas le magnésium, indispensable pour gérer le stress, surconsommé en cas de stress, pas suffisamment apporté par l'alimentation actuelle. Hein, donc, très souvent, le complément en magnésium est indispensable, du moins sous forme de cure. Et puis, bien sûr, la fameuse vitamine D qui permet à l'organisme de fonctionner tout à fait correctement. Voilà, je remasque ma vignette pour que vous voyez l'écran en entier, donc qui permet effectivement de... Oh ben, je vais faire comme ça, c'est plus petit et ça masque moins l'écran. Donc voilà les conseils en cas de stress ou de problème de sommeil. Ensuite, on va passer au deuxième point des conseils. Donc après stress, émotion, sommeil, on a l'alimentation. J'étais très contente de trouver cette image d'alimentation en forme de cerveau, hein, regroupée en forme de cerveau, qui effectivement regroupe tous les conseils intéressants. On va s'orienter, et je l'ai mis en grand, à côté d'une image plus petite. Alors, je ne sais pas, je ne maîtrise pas encore assez bien l'informatique. J'aurais voulu mettre une grande croix rouge sur la diapo où il y a les pizzas, les frites, etc. Mais je n'y suis pas arrivée, je ne sais pas comment on fait. Il faudra un jour que je travaille un petit peu mieux tout ça. On s'orientera vers une alimentation de type méditerranéenne, avec bien sûr la part belle aux fruits et aux légumes variés. Alors, comme je dis toujours, une alimentation variée, vivante, végétale. On n'oubliera pas que la cuisson est néfaste pour les vitamines, les antioxydants, les minéraux, qu'elle va soit détruire, soit rendre moins biodisponible. Donc, on va faire la part belle au cru, que ce soit sous forme de jus, que ce soit sous forme de crudité. On peut penser également à la cuisson vapeur douce pour les personnes qui ont du mal avec le cru. On va penser au jus, à l'extracteur, qui sont une très belle façon de compléter son alimentation
en micronutrition. On évitera bien sûr l'alimentation ultra transformée qui est représentée donc sur la droite de l'écran face à vous avec la pizza, ce qu'on appelle la junk food ou la malbouffe entre guillemets. Tout ce qui est alimentation ultra transformée, qui est pro-inflammatoire, qui a un index glycémique élevé, qui est bourré d'additifs de toutes sortes, voire de métaux lourds qui vont avoir un impact sur la survenue des troubles cognitifs. Alors, on va passer en revue quelques spécificités de cette alimentation pour un cerveau bien huilé. Et comme je parle d'huile, passons directement aux lipides conseillés pour un cerveau en pleine forme, notamment les oméga 3 et oméga 9. Alors, oméga 3, vous avez là tout un panel d'alimentation qui le propose. Oméga 9, c'est essentiellement l'huile d'olive, mais il faut savoir que ces oméga 9, notre corps est capable de les synthétiser, contrairement aux oméga 3, qui sont dits acides gras essentiels, que nous sommes obligés d'apporter par l'alimentation. Alors, les oméga 3, les oméga 9 vont participer à la structure de la gaine de myéline. On l'a vu quand on avait le neurone, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc, le neurone, c'est cette cellule en forme d'étoile, un petit peu, avec un grand prolongement, enfin plusieurs prolongements, que l'on appelle des dendrites, puis un qui est très long, que l'on appelle l'axone, où va passer l'influx nerveux. Et pour faciliter la transmission de l'influx nerveux, cet axone est protégé par une couche que l'on appelle la gaine de myéline. Eh bien, cette gaine de myéline est notamment faite avec des lipides, donc des oméga 3, notamment parmi lesquels on va trouver le DHA, acide docosahexanoïque, qui est un constituant des neurones et qui intervient dans la transmission de l'influx nerveux et du développement cérébral. Des études ont mis en évidence son effet protecteur sur les neurones et une diminution des plaques séniles. Donc, le DHA, en fait, soit vous l'apportez directement au niveau des poissons gras, dans l'alimentation, au niveau des poissons gras, au niveau du jaune d'œuf, soit vous l'apportez indirectement par les oméga 3 d'origine végétale qui eux-mêmes vont être métabolisés dans notre organisme et donner ce fameux DHA. Par contre, alors végétal, on pense souvent aux huiles de colza, de lin, de noix, de chanvre, hein, mais on en trouve aussi donc dans l'alimentation. Ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'avec l'âge, la transformation des oméga 3 en DHA, des oméga 3 d'origine végétale, hein, donc de l'acide alpha-linolénique en DHA, se fait moins bien. Donc, il est intéressant, passé 45-50 ans, d'apporter directement du DHA. Alors, soit en mangeant des poissons gras, on conseille plutôt les petits poissons style anchois, maquereau, sardines, à cause du problème des métaux lourds, auquel problème se rajoute celui des plastiques maintenant, hein, dans la pollution plastique dans les poissons. Et puis sinon, de faire régulièrement des cures de compléments alimentaires d'oméga 3. Je rappelle juste que si vous utilisez des oméga 3 végétaux dans votre cuisine, c'est-à-dire des huiles, faites attention à la qualité de ces huiles. C'est très important. Huile de première pression à froid, bio, évidemment. Gardez au réfrigérateur parce que les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés très sensibles à la chaleur, et avec la canicule qu'il y a en Alsace en ce moment, ou qu'il y a eu en Alsace, donc très sensible à la chaleur, très sensible à l'oxydation. Donc on rebouche tout de suite, on remet tout de suite, on met son huile, on referme sa bouteille, on met tout de suite le bouchon. D'ailleurs, ce sont souvent des bouteilles opaques, hein, pour limiter l'action de la lumière, et on les garde au réfrigérateur. Hein. Voilà, c'était juste
des précisions. Bien sûr, je ne peux pas passer à côté de la théorie des signatures, vous connaissez peut-être, qui fait que l'on trouve un lien entre une plante, un aliment et un organe ou une fonction chez l'être humain. Et bien sûr, tout le monde connaît le lien visuel entre le cerneau de noix et le cerveau. Et bien sûr, la noix de Grenoble a plus de 70% de ses lipides totaux qui sont des acides gras polyinsaturés, dont un cinquième est représenté par des acides gras oméga 3 à courte chaîne. Donc effectivement, les noix, c'est tout bon pour notre cerveau. On va passer maintenant aux glucides. On a vu les lipides, passons aux glucides. Alors, au niveau des glucides, il faut savoir que le cerveau est le plus gros consommateur de glucose de l'organisme, environ 120 grammes par jour à lui tout seul, quelle que soit notre activité intellectuelle. C'est son métabolisme de base. Mais bien sûr, cela ne va pas dire qu'on va le nourrir avec des sucres rapides, raffinés, rajoutés dans notre alimentation. On va opter pour une alimentation à index glycémique faible et modéré et récupérer ces glucides dans les fruits et dans les légumes notamment. Et ce sera largement suffisant. On va éviter les pics d'hyper et d'hypoglycémie avec les aliments index glycémique élevé. Comme vous le voyez, c'est ce qui est dans la zone rouge et qui correspond en partie aussi à l'alimentation ultra transformée ou à la junk food dont on parlait avant. Bien sûr, il faudra des protéines puisqu'on est dans la macronutrition. Alors, les protéines sont nécessaires puisque par leur catabolisme, on va obtenir les fameux acides aminés qui vont permettre la synthèse des neurotransmetteurs. Et donc, on parlait notamment de l'acétylcholine formée à partir de la choline que l'on va retrouver dans le jaune d'œuf, dans les viandes, dans le foie, dans les céréales, dans les crucifères, dans les amandes, le brocoli. Je le cite parce que j'ai été très perturbée, et je le suis toujours quand j'entends parler de protéines, que ce soit par d'autres naturopathes, par des nutritionnistes, etc. On a l'impression que par protéines, on n'entend que protéines animales. Je tiens absolument à, c'est un petit peu mon dada, à le signaler, que dans les végétaux, nous avons également des protéines. Alors oui, le facteur de digestibilité est un petit peu moindre que par rapport aux protéines animales. Oui, il y a l'action des antinutriments tels que les fibres, les tanins, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il est plus facile de manger une certaine quantité de légumes ou de fruits crus que de viande ou de poisson cru, puisque vous savez que la cuisson va transformer au-delà d'une certaine température, notamment 120 degrés Celsius, va transformer la structure dans l'espace de ces molécules de protéines qui ne vont plus être forcément reconnues par notre corps. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Bon, je ne vais pas rentrer plus longtemps sur ce sujet-là, mais n'oubliez pas que vous trouvez aussi des protéines dans les végétaux. Donc, cette acétylcholine est formée à partir d'acides aminés, mais également à partir de vitamine B. Alors, les vitamines B, on a besoin notamment de B1, B5, B6, B9, B12 pour, au niveau du bon fonctionnement du cerveau, au niveau de la synthèse de l'acétylcholine. Les sources sont variées au niveau de cette vitamine B. Vous avez à la fois des sources animales, vous avez également des sources végétales, il ne faut pas l'oublier. Le complément alimentaire le plus riche en vitamine B, c'est la levure de bière. Donc, il peut être intéressant de faire de temps en temps des cures de levure de bière, à condition bien sûr qu'elle soit revivifiable. On trouve également des vitamines B en quantité intéressante dans les produits de la ruche, dans le pollen frais et dans la gelée royale. Voilà.
On continue. L'alimentation bonne pour notre cerveau, et bien sûr, les antioxydants qui vont lutter contre le stress oxydatif qui est responsable des pathologies du vieillissement. On peut se référer au tableau ORAC, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui classe les aliments en fonction de leur potentiel antioxydant. Et vous avez notamment le curcuma, qui est très bien situé, qui est un antioxydant notoire. Vous avez les baies rouges, tout ce qui est baies rouges. Vous avez les herbes aromatiques, bien sûr, qui sont très bien situées aussi, telles que l'ortie, la sauge, la grenade, qui est très intéressante, bien sûr aussi, mais aussi tout simplement la pomme. La pomme qui a un indice ORAC tout à fait moyen, mais déjà intéressant, mais qui permet d'augmenter le taux d'acétylcholine par présence de choline. On va citer également le fameux resveratrol du vin rouge, que l'on trouve dans le vin rouge. Alors non, je ne vous incite pas à boire. Bien sûr, l'alcool, c'est avec modération, il va de soi. Mais voilà, d'autant plus, mais je crois que ça, je l'ai noté après, l'alcool permet une meilleure, à petite dose, permet une meilleure intégration de, voilà, je ne sais plus quoi, enfin à petite dose, voilà. L'alcool favorise, voilà, bien sûr, je l'ai sous les yeux, l'alcool favorise la libération d'acétylcholine. Voilà, donc avec modération. Les flavonoïdes, donc ces antioxydants que l'on va trouver dans les fruits, les légumes, ont un rôle dans la préservation de la mémoire de la personne âgée. L'acide alpha-lipoïque, qui est un antioxydant intéressant, va également revitaliser et stimuler le cerveau. Des études ont été faites sur ces différents antioxydants. Et je vous ai mis le café parce que j'ai trouvé une publication de l'INSERM du 13 juin 2022, donc tout à fait récente, qui dit, alors je les cite, « La consommation régulière de caféine modifie durablement le fonctionnement moléculaire des cellules de l'hippocampe, siège de la mémoire. Cela se traduit par une plus grande plasticité neuronale susceptible de faciliter les apprentissages et d'améliorer la mémoire, notamment en cas de maladie d'Alzheimer. » Donc cela serait lié aux antioxydants présents dans le café. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de dose. Trop de café nuit également parce qu'il va perturber le sommeil, etc. Donc, il faut trouver juste la bonne dose. Je crois que c'était 2 tasses par jour ou 3 tasses par jour. Alors après, c'est toujours pareil. Dans quelles conditions ont été faites les études? Par qui sont sponsorisées les études? Voilà. Autre élément important pour le bon fonctionnement de notre cerveau au niveau de l'alimentation, le fer, qui est indispensable pour transporter l'oxygène au cerveau. Sa carence nuit gravement aux capacités intellectuelles. Donc, attention à l'anémie ferriprive. Et vous le trouvez voilà, donc, dans différents aliments. On conseille surtout la viande rouge, mais pas que. Vous le trouvez également dans des légumineuses et en complément alimentaire. Dans l'ortie est très intéressante. Souvent, les plantes sauvages sont intéressantes, mais également dans la spiruline, en complément alimentaire. En conclusion, pour l'alimentation… Ah non, je n'ai pas fini. L'hydratation, j'ai failli oublier l'hydratation. Une bonne hydratation est très importante parce que le cerveau est très sensible à la déshydratation, qui va entraîner une diminution de la vigilance et carrément, chez les personnes âgées, une démence, parce que notamment les personnes âgées n'ont plus le réflexe de la soif. Et donc, combien de fois elles disent « Non, je ne veux pas boire, je n'ai pas soif ». Elles n'ont plus ce réflexe-là. Et on le sait que quand on a soif, c'est déjà qu'on est en déshydratation. Il faudrait boire avant. Donc, je rappelle,
important de s'hydrater, importance de la qualité de l'eau que nous buvons. Hein. On ne s'hydrate pas avec n'importe quelle eau. L'importance de la qualité de l'eau et l'hydratation dépend aussi de l'alimentation. Si vous n'avez que de la junk food, vous avez une alimentation complètement déshydratée. Si vous apportez des fruits et légumes, ils contiennent de l'eau. Hein. Et c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure eau pour notre corps et c'est le meilleur moyen d'apporter des minéraux à notre corps. Voilà. En conclusion, il faut se rappeler aussi que se nourrir, ce ne sont pas juste des molécules chimiques, ce ne sont pas juste la macronutrition, de la micronutrition, bien sûr, c'est important, mais se nourrir, c'est aussi la stimulation de notre mémoire gustative, de notre mémoire visuelle. Hein, la présentation du plat joue pour beaucoup. La mémoire olfactive, les odeurs, les bonnes odeurs de nos aliments. Pourquoi pas la mémoire auditive avec le petit bruit de la mastication pour certains aliments. Et puis, tactile aussi, quand on peut manger avec les mains, toucher le fruit, la peau de velours de la pêche, etc. Et bien sûr, pour aiguiser, ceci sert à aiguiser nos sens et à aiguiser notre mémoire. Nous avons tous notre Madeleine de Proust, hein, qui permet de faire le lien avec le souvenir, la mémoire. On a ensuite le dernier pilier, dans les 3 piliers principaux de la naturopathie, le mouvement et la respiration. Eh bien, bien sûr, qu'est-ce que ça a à voir avec notre cerveau? Mais c'est évident. Tout mouvement implique une fluidification de la circulation sanguine, donc une meilleure oxygénation et un meilleur apport de nutriments. Et notre cerveau, les cellules de notre cerveau sont concernées par l'apport de nutriments, l'apport d'oxygène et à l'inverse aussi un meilleur flux pour éliminer les déchets, le gaz carbonique produit par la cellule. Hein, donc une cellule qui baignera dans un milieu interstitiel de qualité. Les mouvements, le sport peut demander un apprentissage, une mémorisation de gestes plus ou moins techniques. Quelquefois, on fait des enchaînements et ça fait travailler aussi notre mémoire. Et puis, la respiration en pleine conscience permet un apport maximal d'oxygène, ce qui a bien sûr un effet anti-stress. La respiration nasale est très importante. Hein. Alors, vous allez me dire, pourquoi elle parle de respiration nasale? On respire par le nez. Oui, mais combien de personnes respirent par la bouche? Combien de fois on rencontre ce qu'on appelle des respirateurs buccaux, hein? Donc, il est très important de se souvenir que la respiration à l'origine est nasale et qu'elle est, selon beaucoup d'études, et c'est tout à fait logique, elle va stimuler notre mémoire sensorielle. Hein, et c'est quelque chose que l'on utilise beaucoup, l'olfactothérapie, notamment avec les huiles essentielles, par exemple en soutien de personnes atteintes d'Alzheimer. Donc, l'olfactothérapie, très importante, mais pour ça, il faut aussi apprendre à respirer et ça permet de jouer également donc, sur le stress. On va voir maintenant d'autres conseils pour entretenir sa mémoire. Alors, le cerveau n'est pas un muscle, mais on peut l'entretenir, hein, puisque la mémoire ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Alors, à vous toutes les possibilités de l'entretenir, que ce soit la lecture, des jeux divers tels que les mots croisés, tout ce qui vous intéresse, apprendre, toujours être dans un éternel étudiant, toujours apprendre, s'intéresser, avoir une vivacité d'esprit qui permet de s'intéresser à quelque chose de nouveau, un domaine que l'on ne connaît pas, une langue que l'on ne connaît pas, toujours essayer d'apprendre, apprendre par cœur des poésies, mémoriser, apprendre les fameux numéros de téléphone de nos proches au lieu de les confier aux nouvelles technologies,
parce que quand le téléphone est à plat et que l'on veut se téléphoner et qu'on ne se souvient plus d'un numéro de téléphone ou qu'on a une perturbation sur son téléphone, on est un peu perdu, hein. Donc, réapprendre toutes ces choses-là au lieu de confier notre mémoire aux nouvelles technologies. Travailler nos 5 sens, savoir quelle est sa mémoire la plus performante. Est-elle visuelle? Est-elle auditive? Pour les étudiants, pour les personnes en période d'examen, bien sûr, travailler si possible dans le calme, faire de la relaxation, de la respiration abdominale de pleine conscience avant de commencer à travailler, diffuser éventuellement une huile essentielle de citron qui va éclaircir les idées, éloigner les sources de stress. Bien sûr, fuir, oh, j'aurais pu mettre une diapo, j'ai oublié, fuir les grands ennemis de la mémoire, le tabac, qui va entraîner chez les fumeurs une mémoire inférieure, des études l'ont constaté par rapport aux non-fumeurs, un amincissement du cortex cérébral, donc le tabac, l'alcool qui détruit les neurones, qui bloque le transfert des données entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, le manque de sommeil, certains médicaments, notamment, on a reconnu que les statines avaient une action sur la mémoire, hein, les statines qui sont des médicaments que l'on donne pour faire baisser le taux de cholestérol. Certains anticholinergiques que l'on va retrouver dans des antidépresseurs ou dans des somnifères ont également une action négative sur la mémoire. On va voir maintenant la phytothérapie. Comme toujours, les plantes sont là pour soutenir notre mémoire, pour aider quand on a quelque chose de défaillant dans notre organisme. Pour la mémoire, on peut planter, mais on va penser surtout au Bacopa monnieri, qui s'appelle aussi l'isopdo ou brahmi, qui est utilisé depuis des millénaires en médecine ayurvédique, justement pour le soutien de la mémoire et l'amélioration des fonctions cognitives, qui fait un effet sur le long terme, hein, il n'y a pas un effet immédiat, c'est un effet sur le long terme, donc c'est à commencer en traitement au moins voire 2 mois avant un examen si nécessaire. Donc là, on va la trouver en poudre de plante en général. On va penser pour une action rapide ce qu'on appelle les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, ce sont ces plantes qui vont permettre à notre organisme de faire face de façon non spécifique à un stress, qu'il soit physique ou psychologique. Et là, on a de nombreuses plantes adaptogènes. Ma chouchoute, c'est la Rhodiola rosea, la rhodiole rose, qui fait partie de la famille des orpins, qui est une plante que l'on trouve dans les pays très au nord, qui a souvent une action assez rapide, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Les adaptogènes vont équilibrer donc les principales composantes physiologiques du corps, le système nerveux en premier. Alors, un effet plutôt rapide avec la rhodiole rose, on peut penser au ginseng, on peut penser également à l'éleutérocoque, ce qu'on appelle le ginseng sibérien, ou à l'ashwagandha, que l'on appelle le ginseng indien. Voilà, donc toutes ces plantes sont intéressantes en cas de stress, en cas de fatigue, en cas de surmenage intellectuel, ça va permettre de rebooster l'organisme. On a le romarin. Le romarin qui était très utilisé en Grèce antique, qui était très utilisé dans la Grèce antique. On frottait le fond des enfants pour les rendre intelligents. On frottait le front des enfants avec du romarin pour les rendre intelligents, plus intelligents. Et effectivement, à l'heure actuelle, on se rend compte que l'acide rosmarinique calme et renforce la mémoire à court terme et à long terme. Alors, on va l'utiliser tout simplement en infusion. On peut l'utiliser en huile essentielle. Et en huile essentielle, c'est le romarin à 1,8 cinéole. Vous savez qu'il existe plusieurs chémotypes d'huile essentielle de romarin officinal, et c'est le chémotype à 1,8 cinéole qui est conseillé pour l'olfactothérapie, pour stimuler la mémoire.
On a bien sûr le ginkgo biloba qui a des propriétés antioxydantes, qui a des propriétés protectrices des vaisseaux, notamment au niveau de la microcirculation sanguine. C'est également un fluidifiant sanguin et ça explique son action bénéfique sur la sphère cognitive. C'est un soutien pour les fortes périodes d'activité intellectuelle en cure de 2 ou 3 mois parce que les résultats ne sont pas immédiats. C'est également sur le long terme. On peut penser bien sûr au curcuma pour son action anti-inflammatoire, antioxydante, très intéressant. Alors bien sûr, on peut le rajouter dans son alimentation, mais vous savez que déjà, on n'a pas envie forcément de manger une alimentation qui a le même goût tout au long de la journée. On ne peut pas avoir des quantités suffisantes de principes actifs. Donc, il va falloir passer à des compléments alimentaires pour vraiment renforcer l'action anti-inflammatoire et antioxydante. On va utiliser une forme galénique qui concentre les principes actifs qui sont les curcuminoïdes. De même pour, je ne l'ai pas mis, le brocoli. Le brocoli qui est très intéressant pour son action antioxydante, que l'on va utiliser dans l'alimentation. Alors, c'est pareil, on ne va pas manger du brocoli tous les jours. On va pouvoir penser aussi de préférence crue pour garder les antioxydants à leur maximum. On va pouvoir penser au jus de brocoli à l'extracteur. On va pouvoir penser aussi aux graines germées qui sont très intéressantes. La germination est toujours intéressante. Elle multiplie notamment la vitamine C. Qui est intéressante également. Je ne l'ai pas cité, mais la vitamine C et vitamine E sont très importantes dans leur rôle antioxydant également. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire à propos d'une hygiène de vie qui va soutenir une mémoire au quotidien. On va voir maintenant, bien sûr, au niveau du laboratoire Soria, ce qu'on peut trouver comme complément alimentaire. Alors, le premier complément alimentaire spécifique de la mémoire, c'est le phosphocérina. Le phosphocérina qui va contenir tout ce qui nous intéresse ou une grande partie de ce qui nous intéresse pour stimuler notre mémoire et notre concentration. On y trouve les vitamines C et E dont je viens de vous parler dans leur rôle antioxydant. On y trouve de la vitamine D dont je vous ai parlé qui est importante pour l'équilibre général de l'organisme. On y trouve des vitamines B qui sont indispensables à la synthèse de l'acétylcholine. Et surtout, on va y trouver donc le principe actif, la phosphatidylsérine, qui est une substance normalement produite par notre organisme, qui est phospholipide, qui constitue l'essentiel de la membrane des cellules et qui est présente en très grande quantité dans le cerveau. Elle a été très étudiée, notamment et utilisée dans les traitements des troubles de la mémoire liés au vieillissement dû à des anomalies structurelles des membranes cellulaires des neurones, ce qui entrave la circulation des neurotransmetteurs. Donc, on comprend son rôle effectivement dans la stimulation de la concentration et de la mémoire. Alors, je ne... Ah non, c'est parce que... Excusez-moi, je voulais rester encore sur le phosphocérina et je voulais demander à Françoise si elle a encore un complément d'information à nous apporter par rapport à ce phosphocérina. Non, pas particulièrement, si ce n'est que ça tient à la prise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un traitement de terrain, enfin, j'appelle ça le terrain, c'est-à-dire une cure. Et donc, on l'a précisé dans la posologie, c'est bien 3 sachets par jour. Alors, on dit un l'après-midi et non pas le soir, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir un petit côté stimulant en fin de journée. Donc,
On ne veut pas non plus que la personne puisse ne pas dormir, ce qui nuirait de nouveau à une fatigue. Donc, le but, c'est plutôt de prendre 2 sachets le matin, un sachet l'après-midi. Et ensuite, de poursuivre. On peut poursuivre ensuite au-delà des 20 jours avec un sachet par jour. Et là, on peut le faire pendant 2-3 mois pour vraiment maintenir un état de stimulation au niveau de la mémoire. Alors, le Phosphoserina s'adresse à toute personne, que ce soit des personnes âgées, comme des étudiants, comme des personnes en état de stress. Hein. Il n'y a pas de recommandation particulière à ce niveau-là. À partir de quel âge on peut le donner, le Alors, en prendre? général, on dit 5-6 ans. Je sais que ça a été conseillé aussi pour des enfants hyperactifs parce que Voilà. justement, ça aidait à la concentration. Donc, en général, on part du principe que c'est plutôt 6 ans quand ils commencent véritablement à être scolarisés. Voilà, oui, c'est ce que je souhaitais entendre parce qu'effectivement, tous ces conseils, alors on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas le sujet, comme on n'a pas parlé plus d'Alzheimer non plus, ce n'est pas le sujet, mais effectivement, dans les troubles du déficit de l'attention, tous ces conseils de concentration, de mémorisation sont très importants à mettre en place et il semblerait que ce soit quelque chose qui soit de plus en plus fréquent d'après le personnel enseignant, les enfants avec des troubles du déficit de l'attention. Hein, donc, c'est important de le savoir. D'autant, Euh, me permet, oui, d'autant plus pour les enfants hyperactifs, tout ce que tu as traité avant au niveau de l'alimentation est extrêmement important pour ces enfants. Et il y a eu des études qui ont vraiment prouvé que tous les additifs qu'on mettait aujourd'hui dans la nourriture transformée, dans les bonbons, dans toutes ces choses un petit peu sucrées sont vraiment délétères pour des enfants hyperactifs. Donc, ouais, voilà, petit conseil du jour, ouais, veillez à vraiment supprimer tous ces ouais. additifs. C'est un des problèmes principaux d'ailleurs. Mm. Enfin, une des causes, entre autres, qui aggrave l'hyperactivité. Tout à fait, tout à fait. Merci pour les précisions, Françoise. Donc voilà, le Phosphoserina qui est vraiment le produit phare Soria pour le soutien de la mémoire directement. Après, on a les produits qui vont la soutenir d'une façon plus différente, hein, puisqu'on a par exemple l'Igabac qui est donc des oméga 3. Hein, vous trouvez le fameux DHA dont j'ai parlé et qui va effectivement permettre un bon fonctionnement du système nerveux pour les personnes qui n'apporteraient pas assez d'oméga 3 dans leur alimentation. Alors j'allais dire, on est presque tous concernés parce qu'il se trouve qu'actuellement, l'alimentation, je dirais, de base du français est très déséquilibrée dans le rapport oméga 3, oméga 6. Nous avons trop d'oméga 6 qui sont plutôt pro-inflammatoires par rapport aux oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Donc, le conseil, bien sûr, c'est d'utiliser des huiles oméga 3 dans sa cuisine pour tout ce qui est cru. Hein. Attention, ce sont des huiles qui sont très sensibles à la chaleur. On ne les chauffe pas. Hein, on les rajoute à froid. On mange 2 à 3 fois par semaine des petits poissons gras et là, on estime qu'on a un apport suffisant d'oméga 3. Il y a des personnes qui n'aiment pas le poisson. Il y a des personnes qui n'en mangent plus justement à cause de ces problèmes de pollution, que ce soit des métaux lourds ou du plastique. Donc, pour ces personnes-là, il est absolument indispensable de faire des cures d'oméga 3 hein, pour apporter à notre organisme ce dont il a besoin. C'est vraiment très important. Et de penser à baisser les oméga 6, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Donc, l'Igabac, les oméga 3 avec le fameux DHA dont on a parlé. Un petit conseil, tu me diras si tu es d'accord, Françoise, on n'en a pas encore parlé ensemble d'ailleurs. Moi, souvent, je conseille de prendre les gélules au milieu du repas pour éviter surtout les remontées un petit peu au niveau Oui, ça pourrait être, odeur de poisson. oui, ça pourrait être le cas pour des personnes qui sont vraiment sujettes au renvoi. Oui, Mais pour les autres personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas cette problématique, voilà, il n'y a pas de recommandation particulière.
Bon, on l'a indiqué effectivement pendant les repas. Voilà, et c'est souvent le moment où on y pense puisque c'est sur la table, donc autant se tenir à cette recommandation. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que théoriquement, on devrait l'apporter par l'alimentation. Et donc, le prendre pendant les repas, c'est tout à fait logique. C'est comme si on apportait un aliment. Et parce que tout simplement, la dégradation, le catabolisme de ces oméga 3 nécessite des enzymes qui ont besoin de cofacteurs tels que ce soit le magnésium, le zinc, etc., que l'on va apporter par l'alimentation. Donc, c'est important d'apporter comment je dirais, un package global. Voilà. On a ensuite l'équinaire. Alors, l'équinaire, qui est un produit avec lequel je travaille beaucoup, que j'aime énormément, parce qu'il y a des résultats très rapides. Il y a des résultats très rapides dès qu'il y a fatigue, stress. Hein, et donc, forcément, s'il n'y a plus de fatigue, plus de stress ou moins de fatigue et moins de stress, le système nerveux va mieux fonctionner. C'est un très bon stimulant psychique et on va retrouver les plantes adaptogènes dont je vous parlais, la rhodiole et l'éleutérocoque. On trouve également donc la mélisse, le tilleul, l'avoine qui est un stimulant, mélisse et tilleul qui vont calmer, la sauge, voilà, et des fameuses vitamines B qui sont intéressantes aussi. Donc voilà, un produit qui me semble très intéressant, donc qui ne va pas lui-même effectivement, qui va soutenir l'organisme en général. On a ensuite la spiruline. Alors la spiruline, en faisant le diaporama, je me suis rendu compte que la spiruline revenait très souvent dans les conseils. C'est effectivement un super aliment. Cette spiruline va nous apporter le fer dont on a parlé. Elle va nous apporter des protéines, hein, notamment pour les personnes qui sont véganes et qui ont peur de manquer de protéines parce qu'elles n'ont pas une alimentation bien composée. Donc, riche en acides aminés, riche en vitamines. On y trouve les vitamines E antioxydantes, les fameuses vitamines B dont nous avons parlé au niveau du système nerveux. On y trouve de la chlorophylle, en sachant que le magnésium est au cœur de la molécule de chlorophylle. Donc, on a en fait tout un ensemble de choses très intéressantes au niveau de la spiruline qui va donc lutter contre le stress oxydatif, renforcer l'organisme et donc bien sûr agir au niveau d'une meilleure forme générale et permettre un meilleur fonctionnement du système nerveux. On a le ginkgo en extrait fluide chez Soria. Hein. Alors, les extraits fluides, ce sont des formes que j'affectionne particulièrement parce qu'il n'y a pas on ne prend pas le contenant, on ne prend que le contenu. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est facile à prendre, qui est très intéressant et on retrouve dans les extraits fluides, alors je ne sais plus, je crois 97% ou plus, Françoise pourra peut-être nous le préciser, des principes actifs. Oui, c'est en général aux alentours de 95% de Ah, principes voilà. actifs que l'on arrive à récupérer, mais de par le mode d'extraction, tout simplement. Donc, Oui. les plantes étant en plus d'excellente qualité, puisqu'on est sur des cultures bio, ça participe grandement à l'efficacité des produits. Voilà, tout à fait. Donc, en extrait fluide, on a le ginkgo pour la microcirculation cérébrale, hein, donc à prendre plutôt un petit peu sur le long terme. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a de la phyto que l'on va utiliser plutôt en coup de fouet quand c'est ponctuel, et puis après, plus sur un travail sur le long terme. J'ai arrêté là mon diaporama et finalement, en parlant là, je me rends compte que Soria pouvait encore proposer d'autres produits qui vont agir donc en soutien de notre mémoire et de notre concentration. Et je pensais notamment à curcumine, hein, l'extrait de curcuma
puisqu'on parlait du curcuma comme antioxydant, anti-inflammatoire, donc qui va lutter contre le stress oxydatif, contre l'inflammation. On a également le brocoli, hein, la poudre de jus d'extrait de brocoli qui est très intéressante au niveau antioxydant parce que, comme je vous le disais, on ne va pas manger du curcuma et du brocoli forcément tous les jours. Donc, il peut être intéressant de faire des cures de compléments alimentaires de qualité. Donc, curcuma, brocoli. On peut éventuellement, pourquoi pas, penser également au resveratrol, hein, qui contient le resveratrol, qui est ce fameux antioxydant que l'on va retrouver dans le vin rouge. Ça va nous permettre de continuer à boire avec la plus grande modération. Bien sûr, tous les produits Soria qui ont trait au stress, au sommeil, que je ne vais pas détailler ici, qui peuvent être intéressants. Et également le métallope, qui est le produit qui va permettre une chélation des métaux lourds, parce qu'on sait que les métaux lourds vont particulièrement se fixer dans les tissus gras de l'organisme et le cerveau, c'est que de la graisse. Donc, en raccourci. Donc, effectivement, une intoxication métaux lourds peut entraver peut-être certaines fonctions cognitives et je ne peux effectivement qu'encourager à faire un nettoyage, une chélation de ces métaux lourds avec le produit Soria Métallope. Voilà, je crois que l'heure est passée, qu'on a fait le tour des produits. Alors, j'ai peut-être dans la liste oublié quelque chose, dans les conseils aussi. C'est un sujet qui est très vaste. C'est toujours pareil, en 1 heure, il faut arriver à concentrer, se concentrer sur les conseils essentiels. Et après, quand on a fini et que je réécris mon texte, je me dis, ah, mais j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, mais bon, on part pour 2-3 heures. Donc, voilà. On a quand même déjà là, je pense, compris que l'hygiène de vie au quotidien, il n'y a pas de miracle. Même le phosphocérina, qui est un coup de boost, il est conseillé de l'associer à une hygiène de vie. Hein. C'est toujours ça, toujours l'hygiène de vie au départ, à laquelle on va pouvoir rajouter les compléments alimentaires qui n'en seront que plus efficaces. Hein. Voilà. Alors, Moi, c'est oui. vrai que quand on parle toujours de compléments alimentaires, ça fait toujours peur aux personnes en train de se dire oui, faut toujours consommer ce genre de choses, mais on le sait tous que l'alimentation déjà n'est pas toujours très équilibrée. Mais l'autre facteur, et ça je crois que tu l'as soulevé plusieurs fois lors de tes webinaires, c'est que toute la nourriture que l'on peut prendre, même si elle est fraîche, si elle est crue, est beaucoup moins riche en nutriments de nos jours qu'il y a 50 ou 100 ans, tout simplement parce que la terre s'est énormément appauvrie. Et donc, quelquefois, quand on veut une intervention beaucoup plus forte, il y a cette nécessité de passer sur des compléments alimentaires qui contiennent des principes actifs de manière beaucoup plus concentrée. C'est vrai que les extraits fluides permettent une meilleure biodisponibilité. C'est important de le souligner. Tu l'as signalé aussi. Le fait d'avoir des formes fluides, ça évite tout simplement d'avoir à rajouter des déshydratants, des liants, des anti-agrégants, des anti-agrégants que l'on peut trouver quelquefois dans des comprimés ou dans des gélules. Donc, la forme extrait fluide est vraiment celle qui me paraît la plus adaptée dans la mesure où elle est la plus biodisponible. Et moi qui disais tout à l'heure qu'il fallait éviter les additifs, avec les extraits fluides, on les évite aussi de cette manière-là. Je voulais faire juste une petite précision parce que tu as par exemple la diapo du Ginkgo qui est à l'écran. Je voulais donner une explication. Dans tous nos extraits fluides, nous avons toujours un extrait sec d'une plante et on y rajoute des alpha et des gamma cyclodextrines qui sont tout simplement des substances qui servent de transporteurs et qui permettent d'amener les principes actifs au niveau des entérocytes pour un meilleur transport dans la circulation sanguine. Et ensuite, ces alpha et ces gamma cyclodextrines sont tout simplement éliminés par les voies naturelles.
Donc, ça permet d'aller encore plus rapidement et avec des plus grandes quantités, là où justement on attendra ces principes actifs. Ensuite, c'est uniquement de la glycérine végétale et de l'eau. Donc, on est sur des extraits qui contiennent vraiment majoritairement de la plante sous forme d'extraits très concentrés.